tempo lent, bourdons et rythmes impairs, dans le sud-est de l'Europe, se détachant des montagnes albanaises, une musicalité vibrante secoue l'âme et le corps. Ces chants polyphoniques donnent à eux seuls le sentiment d'approcher le peuple albanais dans ce qu'il a de plus authentique. Car au fil des siècles, cette musique a résisté aux invasions romaines puis ottomanes et même à la dictature communiste. Célébrant plus que jamais l'amour de la nation, elle est aujourd'hui au cœur de l'identité albanaise. C'est la montagne qui donna naissance au chant polyphonique albanais. À quelques heures de marche du village de Golum, on accède aux alpages par des chemins escarpés. Ici, dans les reliefs accidentés balayés par les vents, les bergers parcourent les pâturages avec leurs moutons, comme le faisaient leurs ancêtres. Nous sommes sur la montagne de Golum, à 1000 mètres d'altitude, pour faire paître nos troupeaux. Quand j'étais petit, à 9 ans, je m'en rappelle très bien. À table, je disais « Je ne sais pas chanter ». Petit, j'étais très timide. En grandissant, lorsque nous nous trouvions en famille, la timidité s'est vite dissipée et j'ai chanté tout le temps. Les chants polyphoniques auraient été inventés par les bergers de l'Antiquité illyrienne, premiers occupants de l'Albanie au 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme pour adoucir la rudesse des terres albanaises, la mélodie puissante puise dans les forces de la nature. Elle s'approprie le souffle des bourrasques, la broussaille rebelle, le bêlement des moutons, le tintement des cloches ou le hennissement des chevaux. La polyphonie s'inspire de la beauté de la nature. Le printemps, par exemple, ici, c'est quelque chose de rare. Et c'est stimulant. Les animaux, les oiseaux, la beauté des paysages, ça te fait te sentir bien. Et ça rend heureux. Alors c'est notre cœur lui-même qui chante. Voilà, c'est ça. Expression de la tradition orale, ce chant profane est transmis de génération en génération et accompagne les Albanais dans leur quotidien. Avec l'arrivée du christianisme, il prend un caractère sacré. Au pied des reliefs, de part et d'autre de la rivière Osum, voici Berat, la ville aux 1000 fenêtres. Si les premières pierres de la cité, une des plus anciennes d'Albanie, ont été posées au IVe siècle avant Jésus-Christ par les Illyriens, à partir du 5e siècle, la ville change de visage avec l'arrivée des Byzantins. Dans le village paisible, un enchevêtrement de ruelles aux pavés glissants conduit à plusieurs églises byzantines. Nous sommes devant l'église byzantine de Saint-Michel. Elle symbolise très bien l'esprit de l'époque dans sa construction.
Ce qu'il est important de mentionner, c'est que l'Église byzantine a eu une influence très forte sur la chanson polyphonique. À cette époque, l'Empire byzantin qui vient d'épouser la religion chrétienne entreprend de convertir la population. Les premières églises résonnent déjà des chants liturgiques arrivés d'Orient et progressivement, la polyphonie y trouve sa place. Les personnes qui administraient l'Église étaient des gens simples, issus du peuple. Ils étaient les meilleurs interprètes de la musique. Donc, qu'ont-ils fait? Dans les églises, ils chantaient en se livrant totalement et avec la puissance de leur foi. Cette spiritualité a façonné la manière d'interpréter les chants. C'est ça qui a influencé la polyphonie. La polyphonie mise au service de Dieu renforce toujours plus l'identité albanaise. Et lors de l'occupation ottomane, elle devient même un outil de résistance. De l'autre côté de la rivière Ossoum, dans le quartier de Mangalem, résonne le chant des muezzins. Dans ce quartier historique, l'un des mieux conservés de la ville, les maisons traditionnelles alignent arcades blanches et fenêtres sur toutes les façades. À partir de la fin du XVe siècle, l'occupation ottomane se révèle particulièrement douloureuse pour les Albanais. Durant presque 5 siècles, on interdit l'utilisation de la langue albanaise dans les écoles. Pourtant, presque miraculeusement, elle survit dans les églises. Sous l'Empire ottoman, la polyphonie a continué d'avoir un lien très étroit avec l'Église orthodoxe. Car l'Église orthodoxe, à cette période-là, continuait à avoir de l'influence sur la société, tout en s'opposant à l'Empire ottoman. L'identité culturelle, religieuse et ethnique a survécu grâce à l'Église. Et l'Empire ottoman n'a eu aucune influence sur la polyphonie. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir l'influence d'un empire sur la chanson polyphonique, car elle est un empire en soi. L'Albanie profite du déclin de l'Empire ottoman pour prendre son indépendance en 1912. Mais ses rêves de liberté sont ruinés par la Première puis la Seconde Guerre mondiale. Après les invasions italiennes puis allemandes, le pays subit la dictature communiste. À une centaine de kilomètres de Berat, la ville de Tepelen porte les cicatrices infligées par les communistes qui prennent le pouvoir en 1945. Des immeubles à l'architecture stalinienne côtoient d'autres bâtiments aujourd'hui abandonnés et en ruine. Ici, c'était un camp de prisonniers qui a été transformé en caserne militaire à l'époque communiste. Stalinien féroce et impitoyable, Enver Hoxha dirige alors le pays d'une main de fer. En 1967, le régime interdit toute forme de religion et valorise à l'extrême le folklore albanais jusqu'à la caricature. La musique, dépouillée de son caractère sacré, a alors pour fonction d'affirmer l'identité nationale et communiste. À l'époque du régime communiste, le pouvoir contrôlait les textes, qu'ils soient sur l'amour, qu'ils soient héroïques, qu'ils soient pour le parti ou pour le dirigeant. Peu importe, on les contrôlait. Il était interdit de chanter une chanson à la télévision ou ailleurs sans une censure féroce. Chanteur adoubé et reconnu par le régime, Golik Jopi a échappé à ces années noires et a chanté régulièrement devant Enver Hoxha. Des chants qui louent la grandeur du dictateur communiste.
Il y a quelques années, j'ai rencontré par hasard un homme qui a passé 27 ans dans un camp. Nous sommes allés boire un café et il m'a dit « Quand on t'écoutait, cela nous faisait du bien ». Je lui ai répondu « Mais comment se fait-il que vous autres condamnés politiques écoutiez des chansons sur Enver Hoxha ?» Alors il m'a confié à ce moment-là: nous, on voulait seulement écouter la mélodie de la chanson et ta voix. C'est tout ce qui nous importait, la musique. À la chute du communisme en 1992, les chants polyphoniques se renforcent encore. Et aujourd'hui, ils sont le ciment d'une société qui tente de se reconstruire. Comme à Krouia, ville historique qu'on surnomme le balcon de l'Adriatique, avec sa citadelle accrochée à la falaise. Nous sommes à Krouia, devant le château de Skanderbeg. C'est devant les remparts que posent les mariés, quelle que soit leur religion. Car dans ce pays, la majorité musulmane cohabite en harmonie avec les Albanais de confession chrétienne et tous se retrouvent autour des chants polyphoniques. Je transmets depuis 1957, année après année, les chansons populaires de Krouia. Ce sont principalement des chansons avec un caractère historique. Étonnamment, le chant le plus populaire est celui qui célèbre Skanderbeg, héros emblématique qui lutta depuis cette citadelle contre les Ottomans au XVe siècle. Le chant sur l'épopée de Skanderbeg est très actuel. Il parle d'aujourd'hui. Quand je chante, je cultive l'héritage polyphonique pour le transmettre, pour qu'on ne l'oublie pas. La polyphonie, c'est une nourriture. Pour notre corps, nous mangeons, mais la musique, elle, est la nourriture du cœur.